Nous sommes dans la Creuse, à une centaine de kilomètres à l'est de Limoges, un département rural, ici seulement 21 habitants au kilomètre carré. La route, elle est superbe, elle traverse des forêts avec toutes ces couleurs automnales. Là, c'est beau. Là. Qui peut imaginer que c'est ici, en pleine nature, qu'est sortie de terre en 2017 la première habitation passive au monde? Alors, elle est où l'entrée là? Voilà, c'est là. Cette immense maison bleue est un prototype récompensé en 2018 par la COP24. Le bâtiment n'est connecté à aucun réseau, il est entièrement autonome. Ah, regardez, il y a même des panneaux solaires. Ah, il y en a une grande quantité en plus. À l'origine du projet, Steven et son père, qui habitent désormais cette maison. Bienvenue dans la Creuse. Vous allez bien? Ça va, impeccable, et vous? Ça va? C'est pas du bois là? Non, c'est pas du bois, c'est de la pierre reconstituée. Donc c'est une isolation thermique par l'extérieur et ça nous permet d'avoir une maison sans chauffage. Hop, on est pas mal. Bonjour. Nous on est en triple vitrage. Si vous voulez en être sûr, vous avez juste à mettre une flamme. Ah, on la voit trois Vous voyez fois, qu'on la voit, flamme. voilà, on voit 3 verres. Plaque de plâtre, 5 cm de passage technique, vide d'air non ventilé. Un film frein vapeur, 36,5 cm de bloc de béton cellulaire. Un système de double encollage pour l'isolation extérieure. Les maisons passives sont très clairement l'avenir. C'est un confort de vie exceptionnel, c'est pas de facture d'énergie. C'est, je pense, l'avenir si on veut une planète plus verte. Il n'y a pas de radiateur là? Il n'y a pas de radiateur. Si je cherche bien, je ne trouverai aucun radiateur. Bonne chance. La Maison Bleue a nécessité 9 ans de travail et un investissement de 1 million d'euros. On compte aujourd'hui en France 3000 maisons dites passives ou semi-passives. L'habitat se transforme et les idées pour rendre nos logements plus économes et responsables ne manquent pas en France. La maison du futur existe déjà au présent. Bienvenue dans Réseau d'enquête. Je produis 240 tonnes de paille par an, dont 5% est consacré pour l'instant à l'éco-construction, c'est-à-dire des maisons faites en isolation paille. Ici, on a du panneau OSB aussi qui vient de Sully-sur-Loire, à 20 km d'ici. On a du coup la paille de notre agriculteur qui vient de 30 km d'ici. Et ici, là, c'est du chanvre, du coup, qui vient de Vendôme, à 100 km d'ici. Effectivement, il y a 8 ans, on vendait 0 maison. Maintenant, on en vend 250. On est sur à peu près une tendance de 20% par an. Il nous a semblé pertinent d'installer du photovoltaïque sur la maison. On tend vers l'autonomie. Si un jour on peut plus s'approvisionner en pétrole, on pourra quand même se véhiculer. Si un jour il y a une coupure du réseau, on pourra quand même se chauffer ou s'éclairer. Voilà, c'est quand même c'est une démarche éthique qui est plaisante et on a l'impression d'œuvrer dans le bon sens pour l'environnement. On doit utiliser à peu près 80 € de bois par an pour chauffer la maison, sachant qu'on aime bien un peu notre confort. On n'est pas à 19, on est plutôt à 21 degrés au quotidien. Un premier bouton, il va me lancer le scénario d'accueil. Là, presque toute la maison vient de s'éclairer et les volets roulants sont en train de s'ouvrir. Alexa, allume la cuisine. Ah oui. Éteindre la lumière de la cuisine sans avoir finalement à retourner dans la cuisine. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Les solutions 2 dans 10 ans, ça sera des solutions encore plus simples à installer, encore plus simples à utiliser, de moins en moins intrusives, on verra de moins en moins, et accessibles à tout le monde.
Steven, cette première maison passive vous a pas suffi, vous êtes en train d'en construire une seconde? Exactement. On a fait la maison la plus performante du monde. Et maintenant, on a prouvé qu'une maison biosourcée, faite avec des bottes de paille, est encore plus performante. Il y a des bottes de paille là? Elles sont à l'intérieur des murs. Donc derrière ce mur, il y a des dizaines de bottes de paille? Exactement. L'épaisseur du mur, en fait, on le voit d'ici, hein, c'est l'épaisseur de la botte de paille. Pourquoi utiliser la paille? C'est performant, c'est écologique, il n'y a pas eu de transformation. Elle sort directement de la botteleuse du champ de blé de l'agriculteur. En quoi cette maison est beaucoup plus performante que la première, que la Maison Bleue? Elle est beaucoup plus performante d'un point de vue écologique. Donc la pollution engendrée à la fabrication de la maison. La paille, c'est quelque chose qui normalement ne sert quasiment jamais à rien. Les animaux ne mangent pas la paille, donc c'est un déchet de l'agriculture en fait. Nous, ça nous permet d'avoir un très bon isolant. La paille compressée a une excellente résistance au feu. Donc tous les murs sont en paille. Cette paille, elle vient d'où? Cette paille, elle vient d'un champ de blé pas très éloigné d'ici, quelques kilomètres. On peut fonctionner en circuit court et c'est tout l'intérêt de la démarche biosourcée et bioclimatique. Et ça coûte presque rien? Ça coûte une botte de paille aux alentours de 4 €. Il reste un mois de boulot. Comme la Maison Bleue, la maison en paille est orientée plein sud. Le soleil est son unique source de chauffage. Les grandes baies vitrées offrent une vue magnifique et grâce aux panneaux solaires, la facture d'électricité est à 0. Aujourd'hui, l'origine des matériaux compte dans le bilan énergétique d'une maison. Ce bilan, les Français y sont de plus en plus sensibles. Nous sommes allés enquêter en Centre-Val de Loire et avons découvert des maisons aussi étonnantes que vertueuses. Construire de manière écologique, c'est une belle idée. Mais comment? Nous sommes allés à la rencontre de ceux qui ont franchi le pas. Nous avons eu un peu de mal à trouver notre première maison. Cette drôle d'habitation se cache dans le coteau de Montgivray dans l'Indre. La maison Bulle, c'est le rêve de Philippe Delage. Construite avec du fer, de la terre et du ciment, elle se veut économique et écologique. Alors elle est bioclimatique parce qu'elle est orientée plein sud. Donc on met en place un concept américain, le PASH. On pose de la terre sur la maison. Sur la terre, on va mettre un isolant. Et par-dessus l'isolant, on remettra de la terre. Le but, c'est que la terre qu'il y a entre l'isolant et la maison, elle va s'assécher petit à petit, elle va perdre son humidité. Le soleil chauffe la maison par la suite. La chaleur va dans la terre qui est derrière. Pendant 6 mois, elle accumule. Et les 6 mois restants, eh bien, c'est la chaleur de la terre qui revient vers la maison. Les maisons Bulles sont nées dans les années 60, conceptualisées par l'architecte finlandais Antti Lovag, qui en a réalisé plusieurs, dont le célèbre Palais Bulle de Pierre Cardin. Aucun angle, seulement de la rondeur, pour être en symbiose avec notre planète. La population augmente, les ressources diminuent, et à un moment donné, tout ça se croise et ça fait boum. Donc il faut, je crois, aujourd'hui, rechercher chacun de son côté. Je pense qu'on peut rechercher des solutions. Moi, j'apporte ma solution. Donc ce sera le petit habitat bioclimatique enterré. Mais il y a d'autres personnes qui vont chercher des solutions avec des maisons en bois, avec des maisons en paille. Nous laissons Philippe Delage à son univers de barbe à papa. Direction la Beauce et ses champs de blé. C'est un producteur de paille que nous rencontrons. Didier Thomas a commencé à faire des petits ballots il y a 6 ans pour les centres équestres. Je produis 240 tonnes de paille par an, dont 5% est consacré pour l'instant à l'éco-construction avec approche paille, c'est-à-dire des maisons faites en isolation paille. Et j'aimerais bien que ça débouche sur, mettons, de monter à 10, 15 ou 20% de ma production qui parte en éco-construction. Ça serait sympa. Il faut une certaine dimension, aussi bien hauteur, largeur que longueur.
une pression de paille et aussi la température qui est hyper importante parce qu'il faut de la paille de très bonne qualité. Les ballots de paille de Didier Thomas, nous les retrouvons chez Léa et son mari. Ils en ont acheté 560 pour 1 000 € pour construire leur maison. Et il n'y a pas que la paille qui est locale. Donc ici, on a du pin Douglas qui a été coupé en Sologne et qui a été du coup mis en forme à la scierie à Grehin qui est à 20 km. Ici, on a du panneau OSB aussi qui vient de Sully-sur-Loire à 20 km d'ici. On a du coup la paille de notre agriculteur qui vient de 30 km d'ici. Et ici, là, c'est du chanvre, du coup, qui vient de Vendôme à 100 km d'ici. On a lu des livres, on s'est renseigné sur Internet. Après, on a participé à des chantiers participatifs. Du coup, on allait chez des gens, les aider à construire leur maison. Et puis, au fur et à mesure, on a rencontré des gens du réseau français de la construction paille, qui, eux, essayent de construire une filière, mais qui aujourd'hui est beaucoup plus évoluée qu'il y a 6 ans. La paille, une filière qui commence à se structurer grâce à des organismes comme Accorpaille. Il est temps, vraiment, que le monde du bâtiment, les constructeurs, les architectes, les artisans, l'ensemble s'intéressent à ce matériau de construction parce qu'il répond vraiment à un besoin contemporain, problématiques environnementales sur lesquelles nos enfants, en tout cas, nous posent des grosses questions. Notre dernière visite nous emmène à Tours, où 6 familles ont décidé de fonder une copropriété écologique sur un terrain commun. Les 6 maisons ont été préfabriquées en usine, puis assemblées sur place. L'isolation des toitures est en laine de bois, la structure des murs en paille, avec une ossature bois et un revêtement naturel. Il est composé de sable, de paille et d'argile, et c'est de l'argile du jardin, donc c'est de la terre d'ici, donc vraiment du local. Si Marie-Madeleine habite seule son 3 pièces, sa voisine Lucie vit avec son mari et ses 2 enfants. La première chose, c'est d'avoir des grandes baies vitrées côté sud, ce qui permet d'avoir un maximum d'apport de lumière et donc de soleil et donc de calories, d'énergie. Quand il fait beau comme ça, là, on voit bien, on a combien ? On a 21,5 alors qu'on a 12 degrés dehors, quelque chose comme ça. Ensuite, la deuxième chose, c'est d'avoir des murs très isolants et étanches à l'air. Coût du mètre carré, tout compris, 2 600 €, soit environ 20% moins cher qu'une construction traditionnelle à Tours. On a habité un appartement, on était chauffé à l'électricité. Je pense qu'on a divisé par 5 ou 10, voire 10, nos consommations pour le chauffage, pour la partie chauffage, ouais, clairement. Non, c'est énorme, on ne se pose pas la question. Là, c'est juste, on doit utiliser à peu près 80 € de bois par an pour chauffer la maison, sachant qu'on aime bien un peu notre confort. On n'est pas à 19, on est plutôt à 21 degrés au quotidien. Au-delà des maisons, c'est une autre conception de la vie qui rassemble les familles. Elles partagent le jardin, mais aussi un parking à vélo et à voiture, et une salle où tout le monde se réunit pour un repas ou une discussion autour d'un projet de voiture partagée. Ce qu'il faudrait faire, c'est éventuellement, après me donner vos coordonnées de permis de conduire. Oui, c'est ce que tu disais, oui, d'accord. Les trucs que j'ai mis en jaune. Il y a 3 ans que les habitants de la copropriété inventent un quotidien qui leur ressemble. Vivre ensemble et protéger les ressources, c'est forcément trouver d'autres solutions. En matière d'habitat, chacun son rêve. Aujourd'hui, tout est possible, ou presque. Créée en 2016 à Brive-la-Gaillarde en Corrèze, la société Green Habitat transforme les containers maritimes en maisons. Les travaux sont réalisés ici dans cette usine de 6000 m². Qu'est-ce qui se passe là sur ce container? C'est le début de la construction de la maison. Il est en train de découper des ouvertures pour les fenêtres, les portes, les baies vitrées.
D'où vient ce container? Alors, ce container vient du port de Bordeaux, parce que nous cherchons la proximité, bien sûr. Il a fait le tour du monde, Ah, celui-ci, il a fait le tour du monde, oui. Il a des numéros derrière les portes. Et avec ça, on peut le suivre à la trace. On sait ce qu'il a fait. S'il a transporté de la chimie, par exemple, il aurait interdiction de se retrouver sur le marché. Le principal avantage de la maison container, c'est quoi? C'est l'écologie, on recycle, c'est le gain de temps? Alors, les deux à la fois. Écologie, parce qu'au lieu de refabriquer de l'acier, on le réutilise tel qu'il est. Le gain de temps, bien sûr. Faire une maison en 6 mois clé en main, ça n'existe pas en traditionnel. 6 mois pour une maison en container? 6 mois. Nous sommes en train de finir une isolation, vous voyez. Ah là, oui. Vous avez une épaisseur. Alors on se rend la compte. Voilà, ici. C'est complètement naturel. C'est la laine de bois. Je me permets de regarder, il y a quelle épaisseur? Là, il y a 12 cm et il y a 22 plus 10 au-dessus. Ah, d'extérieur, ça ressemble déjà un peu plus à une maison, là. Oui, oui, oui. Là, vous voyez, on a joué sur les coloris. Il y a du bois, il y a du métal. Je peux les jeter un œil à l'intérieur? Oui, bien sûr. C'est ici. Ah on est loin de la maison. Ah oui, mais... On se croirait un peu plus dans la soute d'un bien. bateau, dans la cale d'un navire. On a 1, 2, 3 containers. Là, il n'y a aucun équipement. Il n'y a pas un mur, il n'y a pas une prise de courant, il n'y a rien. Là, vous avez tout le gros œuvre. Elle va être transportée comme ça sur 3 semi-remorques. Elle va arriver le matin. Le soir, le gros œuvre sera terminé. Les menuiseries sont posées, les habillages extérieurs seront posés. Il restera le second œuvre à faire, c'est-à-dire on va commencer par le placo, l'électricité, etc. Mais ça, c'est 2-3 mois de travail sur place, sur le chantier. C'était un container, c'est devenu une maison. Exact. Est-ce que ça peut aussi séduire une clientèle haut de gamme? On a les deux. On a la grosse maison de 300 mètres carrés, de plus en plus, c'est vrai, des cadres supérieurs. Mais on voit aussi arriver des jeunes couples qui démarrent dans la vie, qui n'ont pas des gros budgets. 2 containers, 60 mètres carrés, donc 2 chambres. Mais 3 ans après, je peux revenir ici, demander à ce qu'on m'agrandisse ma maison. Les premières maisons containers voient le jour en Chine dans les années 90. Il s'agit alors de logements de fortune destinés aux plus démunis. On trouve aujourd'hui en France de plus en plus de ces maisons individuelles faites d'anciens containers maritimes. Certaines très design et originales. Ne leur parlez pas de containers, non. Ce sont des modules imaginés autour d'îlots. Tout un vocabulaire. Ils appellent cela la pop-up hospitality. Là encore, ne dites pas hôtel. Et pourtant, c'est bien de cela qu'il s'agit. Une vingtaine de chambres transportées, implantées et surtout orientées au bon endroit. Si on prend la 4 par exemple, elle est orientée en direct de la station et sur la montagne. Et là, pour la 5, on a une orientation complètement différente sur la montagne uniquement et sur les pistes. Et ça permet, avec cette grande baie vitrée, d'avoir un format carte postale à chaque fois unique et qui change en permanence en fonction des durées d'installation. Un hébergement nomade et éphémère, le Flying Nest, qui répond à la demande de cette nouvelle clientèle qui cherche l'expérience insolite. Un peu comme lui là-haut, l'adolescent qui y saute sur la literie, c'est le designer Ora Ito. Mon idée de départ, c'était un peu mégalo, c'était de faire un hôtel qui me suit, donc qui va partout où je vais. Le conteneur, c'est la structure en fait. Donc c'est une structure qui nous permet de pouvoir monter l'hôtel en une demi-journée. Donc une structure existante, pas besoin de réinventer la roue. Et puis on l'a complètement réhabillé. Donc en fait, on a gardé juste une structure de 4 poteaux avec un plancher et un toit. Moi je l'appelle le nono, le nouveau nomade. À chacun son jargon et ses impressions. Moi, je suis un peu sceptique. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a une grande baie vitrée. Ça, oui, donc il y a le soleil, on voit bien comment ils sont orientés, qui rentrent dedans. Mais c'est vraiment tout petit, quoi. Ça fait la largeur d'un lit. Ça fait très concept, donc c'est au milieu des pistes, on les voit bien.
Ça doit être réussi de ce côté-là. Je pense que du coup, c'est original. Inédit aussi peut-être pour les mairies qui cherchent la solution idéale pour loger les saisonniers. L'idée est aujourd'hui réservée aux vacanciers pour 150 € la nuit. Version été, on ne connaît pas la destination. Où le Flying Nest va-t-il s'envoler? Mystère et surprise, cela aussi, ça fait partie du marketing. C'est ce qu'ils appellent l'effet waouh. Retour à Brive, la société Green Habitat a réalisé cette petite maison de 3 containers pour 85 mètres carrés de surface habitable. Coût total, 120 000 €. Hop. Ah, waouh. Ah oui. Voilà. Il n'y a pas du tout de rappel de container en fait. Non, on ne le voit pas du tout. C'est une maison comme une autre, à la différence que l'extérieur, eh bien, c'est du fer. Incroyable. Voilà. Comment on se sent dans une maison container une fois que l'on vit dedans? Oh, ben on y est très bien parce que c'est très bien isolé. Ça craque pas? Ah non, ça craque pas. On n'a pas les mêmes problèmes, on n'a pas les mêmes, disons, bruits qu'on a dans nos maisons hein, qui sont faites avec plusieurs matériaux. Les uns dilatent plus que les autres. Aujourd'hui, avec l'incidence climatique, ici, on n'a rien par rapport à nos maisons où nous, on voit apparaître des fissures. Et ici, c'est très agréable, on n'a pas ce genre de problème. Quelle est la facture pour se chauffer chaque mois? Ben alors donc la facture est environ 40 € par mois pour l'électricité et le chauffage. Donc c'est voilà, peu. C'est peu. Pour la revente, vous avez des craintes? On n'a aucune crainte pour la revente. Je crois qu'on a fait plutôt une bonne affaire, dans le sens où aujourd'hui des maisons de plein pied de ce style-là, c'est très recherché. C'est pas de la pierre pourtant. Non, mais c'est quand même quelque chose de solide et je ne sais pas si vous le savez, mais le conteneur, plus il vieillit, plus il durcit et plus il est solide. Donc je crois que des générations pourront passer ici avant que la maison ne bouge. Économie d'énergie et respect de l'environnement sont clairement les 2 critères privilégiés par les Français qui se lancent dans la construction de leur logement. Le bois est un matériau de plus en plus prisé. 13 000 maisons de bois ont été construites en France en 2020, soit 1 sur 10. Depuis quelques années, les maisons en bois surgissent dans le paysage à côté de celles de briques ou de béton, même si ce n'est pas toujours visible de l'extérieur. Cette maison est déjà crépie, à l'intérieur, sa structure encore apparente s'apprête à recevoir un isolant et une finition. La petite entreprise responsable du chantier livre chaque année une dizaine de maisons personnalisées à une clientèle de tous âges, séduite par les atouts de ce matériau. Une maison en clos couvert, il faut compter à peu près 3 mois. Donc c'est très rapide. Pourquoi? Parce que les panneaux ossature bois, donc ils sont pré-usinés chez nous en atelier. L'autre avantage, c'est le chauffage. On a besoin de très peu de chauffage dans une construction bois, parce qu'avec les isolants performants que nous utilisons, comme la fibre de bois, ça vous garantit un confort été et confort hiver. Rien qu'en Alsace, près de 200 entreprises, charpentiers, menuisiers, proposent aujourd'hui ce type de construction. La plus grande s'est lancée dans l'aventure il y a 8 ans. À partir de modules standards fabriqués dans son usine du Haut-Rhin, elle propose des maisons personnalisables de moins de 100 à plus de 400 mètres carrés. Le prix, équivalent à celui d'un bâtiment classique, aide à populariser la maison à ossature bois auprès de toutes les catégories socio-professionnelles. Effectivement, il y a 8 ans, on vendait 0 maison. Maintenant, on en vend 250. On est sur à peu près une tendance de 20% par an. Ça continue. On veut arriver à 1000 maisons par an dans les 4 ans à venir. L'an dernier, l'entreprise a embauché 20 personnes, soit un quart de son effectif. Elle ouvrira une seconde usine et livre la moitié de ses productions dans d'autres régions, Bretagne, Normandie. Ce marché est particulièrement dynamique dans le nord-est de la France, mais la présence de grandes forêts n'explique pas tout, car une partie du bois, des résineux, est importée d'Allemagne, d'Autriche ou des pays nordiques. Je dirais qu'on a aussi un potentiel et aussi un tissu d'entreprise pour répondre à ces nouveaux marchés, mais que je dirais naturellement, peut-être l'individu lambda va, de par la proximité de la forêt, va se dire tiens, si j'ai un projet, je vais peut-être penser au bois plus facilement que dans d'autres régions où on en voit moins. Le bois s'adapte aussi à l'extension et la rénovation.
Il y a 7 ans, ce vieux corps de ferme en colombage a été transformé en crèche par l'ajout d'un bâtiment totalement indépendant, blotti sous le toit de l'ancienne grange. On intervient dans des existants très étroits, avec des difficultés d'approvisionnement, de montage, et le bois pour ça a une très grande flexibilité. Il a aussi un côté un peu tactile intéressant, notamment dans des projets dédiés à la petite enfance, parce qu'on est dans un matériau naturel, qu'on laisse nous brut, donc on peut le toucher, il est chaud, enfin voilà, quelque chose d'assez sensuel. Maison individuelle et depuis peu immeuble collectif, l'ossature bois gagne en hauteur. Véritable prouesse technique, une tour de 11 étages voit le jour au port du Rhin à Strasbourg. Premier bâtiment en bois de cette hauteur en France, il donne de l'élan à toute la filière, des scieurs aux menuisiers. Et une prochaine étape sera d'utiliser exclusivement du bois régional. On est effectivement au balbutiement de la construction bois, on est au début, mais la demande va générer, on va dire, des investissements de production locale et d'ici peu, on sera capable de proposer que des produits qui sont issus localement. Dans cette maison prototype, les menuiseries intérieures, solives, plafonds et sols sont en bois de hêtre, d'ordinaire réservés au chauffage. Ceci ouvre de nouvelles perspectives pour valoriser une autre essence locale, à côté des traditionnels conifères. Dans ces hangars, sur la zone industrielle de Limoges, l'une des dernières innovations en matière d'habitat, la tiny house. Une toute petite maison dont la surface n'excède jamais 40 mètres carrés. Née aux États-Unis en 2008 et conçue au départ pour répondre à des situations d'urgence, elle séduit de plus en plus de Français. Nous avons rendez-vous avec un heureux propriétaire. Gérald, vous avez commandé votre tiny house à Michel et à Mathieu il y a combien de temps? Il y a presque un an, je pense. C'était un bon repère parce que c'était le premier confinement. Donc effectivement, oui. C'était il y a un an. Ça. Vous ne l'avez pas encore vu? Vous vous attendez à découvrir quoi là dans quelques instants? Eh bien, le logement de mes rêves. Et donc un logement qui correspond à mes besoins, à mes attentes. Et je suis assez impatient de voir ça, quoi. On va le découvrir ensemble. Et bien là voilà, super. Là c'est impressionnant. Qu'est-ce que vous ressentez là? Ah, je ressens la présence vraiment de la tiny house. Avec le bois et tout, je trouve ça assez vivant, ça dégage quelque chose, quoi. Je vous laisse faire le tour. Gérald a quitté la région parisienne pour le Limousin. Il a vendu sa maison pour acheter un terrain vierge où il compte installer sa tiny house. Alors, premières impressions? Magnifique, vraiment top. Franchement, non, bravo. C'est très joli, très sympa. Franchement, je me projette déjà. La partie salon. Du lit. Ici. Donc un premier couchage. La salle de bain. Non, bravo. Et puis bon, l'autre partie de la maison, la cuisine, voilà. Un maximum de rangement, parce que c'est la principale problématique dans une tiny house, le rangement. Pourquoi vouloir tout plaquer pour changer de vie? Ça va donc dans le cadre de ma décroissance, et ça va dans le cadre aussi de ralentir un peu et de poser un peu plus les choses et d'éviter de faire n'importe quoi. Mais pourquoi vous voulez cette décroissance? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que déjà j'ai une prise de conscience sur l'état de la planète, sur nos modes de vie au niveau des sociétés. Et je me suis rendu compte que ça ne me convenait plus de courir toute la journée, de consommer tout et n'importe quoi, n'importe comment, etc. Donc, en quoi cette tiny house répond à toutes vos attentes? Eh bien, elle est faite en matériaux écologiques, elle a un impact climatique relativement faible comparé à une construction moderne. En termes de prix également, même si ça reste quand même relativement cher, ça reste toujours moins cher pour quelqu'un, par exemple, qui veut devenir propriétaire de son logement. Là, avant, j'avais un crédit. Ma maison valait 2 fois plus cher que cette tiny house. Et donc, ça permet aussi d'être propriétaire sans crédit. Donc, j'ai voulu aussi assainir mes comptes, ne plus avoir de crédit immobilier ou de crédit tout court. Donc, cette tiny house m'ouvre en fait tout un tas le champ des possibilités, en fait, dans le cadre toujours de ce projet. Gérald a payé sa maison 75 000 €, soit 3 750 € du mètre carré. Un coût relativement élevé dans la région Limousin. Mais pour lui,
Comme pour tous les adeptes de cette nouvelle forme d'habitat, la liberté n'a pas de prix. Bienvenue dans ma tiny. Donc ici on a le salon avec un vrai canapé. On a un petit poêle de 4 kW, tout petit. La cuisine. Alors ici on a le four, ici la machine à laver et le frigo. La mezzanine de rangement d'un côté et la mezzanine pour dormir de l'autre. Dans la salle de bain on a les toilettes sèches. Voilà. Donc on installe les copeaux à côté. Hop, on a le seau. Un petit cocon de 16 mètres carrés posé sur 3000 mètres carrés de terrain. C'est la nouvelle habitation de Clélie. Un choix pour vivre en accord avec la nature et réduire son impact sur l'environnement. J'ai à l'intérieur de la tiny un panneau électrique comme dans toutes les maisons normales, 220 volts, tout va bien. J'ai un onduleur qui permet de faire ça avec une batterie et tout ressort par ici, par les fils que vous voyez là. Et de là vont être raccordés 3 panneaux solaires. Ces 3 panneaux solaires-là vont permettre d'alimenter un frigo, une machine à laver, un four. Alors la machine à laver et le four, pas en même temps, pas le même jour. Hein. Recharger les appareils habituels, téléphone portable, ordinateur. Pour l'eau chaude et la cuisson, le gaz fera l'affaire. Quant à l'eau... Raccordement comme dans une maison normale, on va enterrer et ça arrivera ici. Par contre, pour la sortie, pour les eaux grises, j'ai fait un choix d'installer une microstation en phytoépuration. Un système de filtration à base d'algues, mais surtout portable, car le vrai souci de la tiny, ce n'est pas sa taille, c'est son poids. Et le poids, c'est d'abord le problème de David, le constructeur. La remorque est homologuée avec une carte grise pour pouvoir rouler sur les routes européennes avec un poids maxi de 3,5 tonnes. Donc quoi qu'il arrive, une fois que le chargement sera terminé, puisque la tiny house est considérée comme un chargement sur la remorque, on ne doit pas dépasser 3,5 tonnes pour pouvoir rouler sur la route. David doit donc peser chaque pièce et utiliser du bois léger et très sec. On a ici donc tous les matériaux de construction qui sont essentiellement des épicéas et des sapins des forêts locales, des Hauts-de-Vosges, puisque plus le bois pousse dans les Hauts-de-Vosges, plus il pousse lentement et plus il est dense. Rien à voir avec un mobil-home. La tiny, c'est une vraie maison avec des normes de construction et une vraie isolation. En ossature, on a environ 10 cm de bois ici, juste derrière ce lambris-là, et on comble cet espace de 10 cm par un isolant au choix. Voilà. En l'occurrence, on a ici de l'isolant en jean recyclé, qui a un pouvoir isolant quasiment équivalent à une laine de verre classique. Mais la maison mobile a une liberté limitée, car il faut bien lui trouver un terrain pour la poser. Il y a des règles pour les camping-cars, pour les caravanes, pour les yurts, pour les tipis, mais pas pour les tiny, puisqu'on est considéré comme une remorque avec un chargement de bois. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir un maire assez porté sur l'écologie et le paysage. Résultat, Clélie est installée pour 3 ans sur cette terre agricole des Hauts-de-Buisson. Voilà, je me réveille avec ça tous les matins. La maison du futur, c'est bien entendu aussi la maison connectée, qui allie écologie, économie, mais aussi domotique. Et c'est encore ici, au cœur du Limousin, que l'on trouve les dernières innovations en la matière. Créée il y a plus de 150 ans à Limoges, l'entreprise Legrand est un spécialiste mondial de l'électricité. Qu'est-ce que vous fabriquez ici ? Sur le site, on fabrique principalement des fonctions électroniques comme celui-ci, qui est un petit détecteur d'appareillage. Qu'est-ce que c'est ? C'est un détecteur, c'est-à-dire qu'à la place d'un interrupteur, on branche le détecteur à la place de l'interrupteur et en automatique, c'est un détecteur de mouvement. Donc ça permet d'allumer, d'éteindre l'éclairage en automatique. Derrière ce produit, l'enjeu, ce sont les économies d'énergie ? La base des économies d'énergie, effectivement, puisque ça permet d'automatiser un interrupteur qui pourrait rester allumé si on n'a pas appuyé sur le off de l'interrupteur. Et dans ce cas-là, c'est comme un robinet automatique. Au lieu d'avoir une fuite d'eau, là, on évite une fuite électrique. Et c'est la première brique de l'économie d'énergie.
La technologie est ici mise au service des économies d'énergie. Ce marché de la domotique est en pleine expansion. On compte en France à ce jour environ 30 millions de maisons connectées. Alors là, c'est la base de la domotique aujourd'hui en 2022. La domotique tient dans la main. Alors, la domotique tient dans la main, tient aussi sur des ordres de commande avec un smartphone. Et ça, c'est le cœur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut piloter de l'intérieur avec un smartphone, mais on peut piloter à distance. C'est-à-dire qu'on peut surveiller ce qui se passe chez soi par rapport à des consommations, par allumer, éteindre, ouvrir, fermer des volets roulants. Par exemple, quelqu'un qui aurait oublié de fermer des volets roulants, il regarde sur son application téléphonique et il peut, à distance, grâce à ça, fermer, éteindre une lumière, vérifier des informations de sa maison. L'essor de la maison connectée, pilotable depuis son smartphone, s'inscrit dans le cadre d'une évolution globale de notre société. La maison connectée prend en compte l'augmentation du nombre de seniors, mais aussi les besoins des personnes les plus fragiles. Ouverture de la porte d'entrée. J'organise votre espace pour votre confort et votre sécurité. Alors là, Frédéric, la maison, elle vous a reconnu et elle se met tout de suite à votre disposition, c'est ça? C'est ça, elle se met à ma disposition. Et quand je rentre, elle va ouvrir les volets, elle va allumer les lumières. Bienvenue dans la maison intelligente. 70 mètres carrés de surface habitable. Un petit concentré de toutes les nouvelles technologies du moment. De l'entrée au séjour, en passant par la salle de bain, le lieu est entièrement domotisé. Frédéric Vella est chercheur au CNRS. Il a participé activement à la conception du lieu. On a travaillé sur la reconnaissance vocale aussi. Par exemple, pour les personnes qui sont atteintes de tétraplégie comme moi et qui peuvent parler, ils peuvent commander la maison à la voix. Par exemple, ici, j'ai l'évier, je vais lui demander de évier, descend. En plus de s'adapter à son occupant, la maison détecte aussi les situations à risque. Et mieux encore, elle prend des décisions toute seule. La personne se lève, et donc il y a un capteur de détection. On imagine qu'elle tombe. Donc ici, le capteur de chute détecte sa chute, donc ici. Et de même, il y a un capteur de mouvement. Donc à ce moment-là, la maison se met en sécurité. La maison se met en mode sécurité de la personne. Je préviens l'assistance. La maison a donné un message rassurant, comme quoi la porte était ouverte et que donc effectivement on appelait une personne pour venir la secourir. Alors Eric, cette maison intelligente, c'est un lieu de veille technologique. Tout à fait, c'est un lieu qui va permettre de tester un certain nombre de solutions technologiques existantes qu'on va faire évoluer, qu'on va tester avec des vrais utilisateurs qui vont venir se mettre en condition d'usage, en situation d'usage. Et l'idée, c'est de pouvoir faire évoluer cette maison avec les nouvelles technologies, mais surtout avec, en gardant à l'esprit le fait d'interconnecter tous les objets qu'on va pouvoir implémenter dans cette maison. La maison intelligente est un lieu à la fois expérimental et totalement habitable. Ces innovations sont suivies de près par les industriels, puisque dans le futur, l'objectif est bien d'équiper les logements des personnes âgées ou handicapées. À Limoges, l'entreprise Legrand a fait de la maison connectée le fer de lance de son activité innovation. Au siège social, en centre-ville, je vais visiter la maison de démonstration. Immédiatement, vous allez trouver dans la maison, à votre entrée à gauche, un premier bouton. C'est celui-ci. C'est celui-ci. Et il va me lancer le scénario d'accueil. Là, presque toute la maison vient de s'éclairer et les volets roulants sont en train de s'ouvrir. Alexa, allume la cuisine. Ah oui. Et voilà. OK Google, éteins la cuisine. Éteindre la lumière de la cuisine sans avoir finalement à retourner dans la cuisine. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Ferme le volet chambre. Voilà. Et on va pouvoir tout simplement éteindre le chevet. Ah, et la lampe derrière vous vient juste de s'éteindre.
on est dans le confort quand on est dans le cadre de la maison de Monsieur Tout-le-Monde, mais on passe vraiment dans l'utile et je vais dire presque l'indispensable quand on est en situation de dépendance. En 5 ans, la partie domotique a plus que doublé chez Legrand et représente désormais 12% du chiffre d'affaires. Je retrouve Benoît Coquard, le directeur général du groupe. Qu'est-ce que disent les études de marché? Quelles sont les prochaines attentes du public? Il faut être très prudent avec les attentes. Parce que moi, j'ai toujours en tête l'analogie avec la voiture. Quand on était tous les deux jeunes, quand on disait ça sera quoi la voiture dans 30 ans, on ouvrait un bouquin de science-fiction, c'était la voiture qui volait. Bon. Et en fait, on se rend compte que 30 ans après, c'est pas du tout ça que les gens ont voulu. Ce qu'ils veulent aujourd'hui, les gens, c'est une voiture sûre, une voiture propre, une voiture qui consomme de moins en moins, qui leur fasse faire des économies, une voiture avec un système audio de qualité, etc. etc. Pour la maison, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand on lit les bouquins de science-fiction ou qu'on écoute les futurologues, ils nous disent la maison de demain, c'est une maison pleine de robots. On va avoir un robot ménager, on va avoir un robot qui accueillera les autres. Moi, je ne pense pas que c'est ça que les gens voudront demain. Et puis surtout, les gens ont besoin de simplicité et de bénéfices très concrets. C'est ma facture de chauffage, c'est 1 200 €. Comment je peux la réduire à 900 € ou à 800 €? Et je pense que ce besoin-là, il sera encore là dans 10 ans. Les solutions dans 10 ans, ce sera des solutions encore plus simples à installer, encore plus simples à utiliser, de moins en moins intrusives, on verra de moins en moins, voilà, et accessibles à tout le monde. Le parc photovoltaïque français couvre à l'heure actuelle une toute petite partie de la consommation électrique totale du pays. Nombre d'entreprises, comme ici Legrand, ont déjà fait ce choix et les particuliers emboîtent le pas. 110 000 habitations sont aujourd'hui équipées de panneaux photovoltaïques, 3 000 seulement l'étaient en 2015. Les Français affichent une forte intention de s'équiper en énergie renouvelable et les aides financières ne manquent pas. Nous sommes allés enquêter dans les Hautes-Alpes qui bénéficient d'un fort taux d'ensoleillement de 2800 heures par an. C'est comme un rêve. La fin des pylônes. Ne plus dépendre d'une ligne électrique pour se chauffer, cuisiner, éclairer. C'est en tout cas l'objectif de cette famille, avec ses 30 panneaux solaires installés cet été. Pendant 8 mois de l'année, il y a assez d'ensoleillement pour qu'on soit autonome. Mais après, voilà, pendant 4 mois de l'année, même s'il fait beau, les jours sont pas assez longs. Donc là, on va tirer un petit peu sur le réseau. Ce qui rend cette installation exemplaire, ce sont des batteries branchées aux panneaux qui permettent de stocker l'énergie produite. Situées dans ce local, elles sont garanties 30 ans. Par contre, elles multiplient par 2 l'investissement. Total ici, 30 000 €. C'est vrai que c'est un investissement supplémentaire au départ, mais qui va être rentabilisé aussi rapidement que si on avait fait une installation moindre avec uniquement des panneaux solaires, parce que ça permet de faire également beaucoup plus d'économies. On va passer à peu près d'une facture de 2 400 € par an d'électricité à mon avis, à 0 ou à 200 ou 300 €. C'est vraiment voilà, l'écart qu'il va y avoir. Tout est connecté. La consommation de la maison s'observe en direct. On voit par exemple là que mon foyer là, consomme 3600 watts. Et on peut voir que si jamais je coupe la plaque électrique, là, tout de suite, ce chiffre va baisser. Là. On va voir que là, je suis à 3400 watts et que là, voilà, on voit c'est passé à 2600 watts. Voilà, parce que j'ai coupé la plaque. Donc ça montre bien en instantané voilà, combien je consomme d'électricité. Et le fait que ce soit instantané, ça aide à consommer moins ou pas? Je pense. Je pense qu'on se prend un petit peu au jeu d'essayer de moins consommer ou du moins de consommer plus intelligemment. Fini les heures creuses donc. Désormais, on consomme quand on produit. Pour le chauffe-eau, eh bien, on l'a programmé pour qu'il tourne plutôt de 10h à midi en journée, au moment où il y a l'ensoleillement. Et puis c'est pareil, les machines, etc., tournent plutôt en journée. Lise, c'est la 4e place. Lise, tu jettes les dés? Car être écolo n'interdit pas de savoir compter. Ils espèrent rentabiliser le tout en 10 ans. Pour eux, le solaire était la solution la plus efficace.
On peut toujours se poser la question des matériaux que ça comporte, etc. Mais on pense qu'à court terme, en tout cas aujourd'hui, et vu les solutions qui sont proposées, il nous a semblé pertinent d'installer du photovoltaïque sur la maison. On tend vers l'autonomie, que peut-être si un jour on peut plus s'approvisionner en pétrole, on pourra quand même se véhiculer. Si un jour il y a une coupure du réseau, on pourra quand même se chauffer ou s'éclairer. C'est quand même c'est une démarche éthique qui est plaisante et on a l'impression d'œuvrer dans le bon sens pour l'environnement. J'en ai là. Et cet engagement touche toutes les habitudes. Même la voiture roule désormais au solaire. Avant d'installer des panneaux, Jean était cadre spécialisé dans les économies d'énergie. Écologiste militant, il a changé de carrière pour agir sur le terrain et éviter que de grands groupes s'accaparent le lucratif secteur de l'énergie solaire. Mes employés, j'aurais appris pas qu'à visser des boulons, ils savent faire une installation de A à Z. Le but, c'est qu'ils montent en compétences. Et en plus, on développe, on va dire, un savoir-faire local. Afin de rendre le solaire plus accessible, Jean propose des formations aux particuliers. Il leur apprend à monter seuls leur premier kit d'autoconsommation, 700 € pour 700 kW. Salut. Ça va? Oui, ça va. Ouais, bon, tu vas voir un petit peu l'installation. Ici, cela baisse chaque mois la facture d'une dizaine d'euros. Sensiblement vers l'est et l'autre vers le sud, à peu près. Bah là, ils sont petits oignons. En plus, tu les as bien orientés pour l'hiver. Oui, bien sûr. Parce que là, tu as zéro. Dans cette zone monument historique, Juan Alvarez a dû monter son kit au sol. Le professionnel vient inspecter. C'est validé, à condition qu'aucune ombre ne vienne couvrir le panneau. Faut pas que ça fasse d'ombrage. Hein. Non, bien sûr. Tu sais qu'un ombrage comme ça te coupe le panneau. Parce que l'effet photovoltaïque, c'est un cumul. Toutes les cellules sont les unes derrière les autres. Et donc, si tu en coupes une, tu coupes tout. Tu coupes tout le circuit. D'accord. Il faut être un minimum bricoleur, mais pas énormément. Hein. Moi, je veux dire, je ne suis pas du tout électricien. J'ai eu quelques petits tuyaux, et puis ça a marché. Mais c'est vrai que quand j'ai installé, j'avais toujours l'incertitude. Hein. Puis bon, quand j'ai vu le compteur qui s'affichait, super. En fait, développer les kits en autoconso, c'était plus une action militante, parce que financièrement, c'est un rapport assez modique. Mais on se dit que les gens, une fois qu'ils ont touché à ça, souvent, ils passent, par exemple, à plus de panneaux. Il n'y a pas tout le monde qui a 7 000 € sur la table à mettre. Donc, ça peut permettre aussi d'y aller en étapes. Donc, on met 2 panneaux, 4 panneaux. On a du temps, on le fait soi-même. Voilà, c'est pour démocratiser le système. Un changement, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais on a l'impression d'œuvrer à notre niveau, avec les moyens qu'on a, pour aller vers une utilisation plus durable des ressources. Et tous l'ont compris, dès l'installation du premier panneau. Même solaire, l'énergie reste chère et difficile à produire. Le premier geste écologique, c'est d'abord de réduire sa consommation. Retour en Limousin, à Émoutier. J'ai rendez-vous avec l'architecte Sophie Bertrand, qui a fait le choix en 2010 de s'installer dans cette petite commune de 2000 habitants. Elle est une fervente militante de la rénovation. Selon elle, l'ancien aussi peut devenir performant et passif. Au centre de la ville, elle réhabilite entièrement cette maison. Donc on arrive au 2e étage. Ah oui. Le chantier en cours. En plein chantier là. Donc qu'est-ce que vous avez fait là? Émoutier, c'est une zone patrimoniale, donc on a décidé de garder les menuiseries extérieures. Puis il faut savoir qu'une menuiserie comme ça, pour un menuisier, quand elle a été faite sans électricité, il fallait 1 mois et demi de travail. Du coup, on l'a conservée et ce qu'on a proposé, c'est de mettre la menuiserie au niveau de l'isolation à l'intérieur et du coup de faire une ouverture coulissante sur l'ensemble qui fait une double fenêtre. C'est une autre façon de réhabiliter l'ancien que systématiquement changer les choses et puis ça permet de laisser les pierres apparentes. Qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est un parpaing de chaux-chanvre. Donc ça c'est
Les mélanges de chaux et chanvre, hein, on le met en isolation intérieure et ça a la particularité d'être du coup en chanvre, matériau biosourcé qui pousse, que l'on coupe et qu'on peut réutiliser, enfin reproduire d'une année sur l'autre. Et la particularité, c'est que c'est plein d'air, du coup c'est isolant, avec une finition enduit. Et ça isole bien ? Oui, ça isole très bien. Du coup, on part sur 10 cm d'isolant à l'intérieur et c'est un correcteur thermique et il y a une sensation de chaleur quand on passe à côté de l'isolant à l'intérieur. Combien ça coûte là, par exemple ? Alors, à l'achat, ici, on est à 200 € le mètre carré. Quand on réhabilite, on est à 1 200 € le mètre carré. Donc, opération globale, 1 400 € le mètre carré. Sur la construction neuve, avec les réglementations thermiques actuelles, on est entre 2 000 et 2 200 € le mètre carré. Il n'y a pas photo, en fait. Voilà. La réhabilitation de l'ancien est évaluée en moyenne à 1 100 € du mètre carré, contre 1 500 pour de la construction neuve. Un avantage réel pour le particulier. Vous militez pour plus de réhabilitation ? Il me semble qu'on a beaucoup de logements vides et que l'économie à l'échelle de notre société, c'est réhabiliter ces logements qui sont vides. Les murs sont déjà là, les fondations sont déjà là, la toiture, la charpente est déjà là. Donc c'est optimiser le déjà là. Mais les industriels des bâtiments vont pas être d'accord puisque ça fait moins de matières premières à vendre. Ça fait moins de matières premières, mais c'est plus de savoir-faire. Et je pense que les artisans ont leur carte à jouer sur cette construction sur mesure, cette réhabilitation sur mesure. En matière d'habitat, chaque Français a son rêve. Maison connectée, passive, mini, modulable ou ancienne réhabilitée, la maison de demain n'est pas forcément bon marché, mais elle est vertueuse et intelligente. C'est la fin de ce numéro de Réseau d'enquête. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission sur France.tv. À très bientôt.